Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci au laboratoire Sanofi Genzyme d'avoir organisé cette session et je voudrais remercier la Société maghrébine de neurologie d'avoir organisé ce congrès. Malheureusement, je ne vais pas passer beaucoup de temps avec vous, mais je reviendrai, c'est promis. Donc nous allons parler un petit peu des nouvelles stratégies thérapeutiques dans la sclérose en plaques et plus particulièrement de deux médicaments que sont le teriflunomide, l'Aubagio et l'alemtuzumab, le Lemtrada, puisque nous sommes à un symposium Sanofi Genzyme, mais nous allons essayer de les mettre un petit peu dans le contexte global de la prise en charge de la sclérose en plaques avec un nombre de médicaments qui a tendance à augmenter d'année en année et pour lequel parfois on est un petit peu perdu dans la stratégie thérapeutique. Alors ce sont mes liens d'intérêt. Vous n'êtes pas sans savoir que la saga des traitements de fond a débuté dans les années 90 et que nous avons maintenant actuellement près de 12 traitements dans la sclérose en plaques, alors qu'ils sont plus ou moins disponibles selon les pays, y compris en France d'ailleurs, où nous avons des problèmes actuellement pour avoir des accès à des nouveaux médicaments, chose qu'on ne connaissait pas il y a encore 5 ou 6 ans en arrière. Et vous avez sur ce diagramme un petit peu toute l'évolution de ces thérapeutiques avec, je dirais, 3 grandes étapes. La première, c'est l'arrivée avec le Tysabri de traitements à base d'anticorps monoclonaux qui ont quand même changé un petit peu la donne en termes d'efficacité. Puis l'arrivée des molécules par voie orale avec le fingolimod, le teriflunomide et le diméthylfumarate. Et puis plus récemment, l'arrivée de médicaments qu'on peut appeler inducteurs comme la cladribine ou l'alemtuzumab. Donc ça offre beaucoup de possibilités et comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu difficile pour nous parfois de s'y retrouver. Alors, on peut classer les traitements de différentes façons. On peut dire qu'il y a les premières lignes et les deuxièmes lignes, mais c'est parfois un petit peu compliqué pour les patients parce qu'on peut utiliser un médicament de deuxième ligne en première intention ou on peut utiliser un médicament de première ligne en deuxième intention si on fait des switches latéraux ou si on fait des switches pour intolérance. Donc finalement, première ligne, deuxième ligne, les patients ne s'y retrouvent pas forcément. Et peut-être la classification la plus simple pour les patients, c'est en 3 parties. Les médicaments injectables, les plus anciens, mais aussi peut-être les plus sûrs en termes de tolérance, puisqu'on a près de 20 ans de recul, interférons et acétate de glatyramère. À côté de cela, les traitements oraux, dans lesquels nous avons diméthylfumarate et teriflunomide en première intention, et puis fingolimod et cladribine plutôt en deuxième intention. Et puis, depuis 2007, mais encore plus depuis maintenant ces dernières années, les anticorps monoclonaux, qui sont généralement des médicaments plutôt de deuxième intention, mais qui peuvent être utilisés parfois chez des patients inquiétants. C'est notamment le cas avec l'alemtuzumab, on y reviendra tout à l'heure, qui peut être considéré parfois comme un traitement d'induction pour calmer l'orage que peut être la maladie, notamment à ses débuts. Les buts du traitement ont également été largement modifiés ces dernières années, puisque dans les années 90-2000, on était vraiment dans un objectif de diminuer de l'ordre d'un tiers la fréquence des poussées, mais qu'actuellement, nos objectifs sont bien plus ambitieux, puisqu'on va essayer avec un traitement d'obtenir le Graal, qui est la rémission de la maladie. Jamais, il y a 20 ans en arrière, on aurait pu imaginer espérer avoir une rémission. Et quand on ralentissait déjà le rythme des poussées, on était déjà content. Alors bien sûr, plus on va fixer l'objectif et plus cela va être difficile à obtenir. Mais avec les traitements de nouvelle génération, vous le verrez tout à l'heure avec l'alemtuzumab, on peut obtenir jusqu'à plus de 50% de rémission à 2 ans. Et c'est déjà un objectif qui n'était pas du tout envisageable il y a encore quelques années. Et si on va vraiment dans le fond des choses, on peut essayer de bloquer l'atrophie cérébrale qui, vous savez, va être in fine parfois le pourvoyeur d'un handicap et d'une progression de la maladie, même chez des patients chez qui on a bloqué en partie les poussées. Alors, pourquoi traiter tôt ? C'est vraiment maintenant un leitmotiv qui est devenu assez universellement reconnu. Eh bien parce qu'il y a un certain nombre d'études qui ont montré l'efficacité des traitements
dès le CIS, le syndrome cliniquement isolé. Actuellement, il y a même 2 études à travers le monde, l'une avec le diméthylfumarate et l'autre avec le teriflunomide sur le traitement des RIS, des syndromes radiologiques isolés. Et l'idée, c'est vraiment d'empêcher la destruction et l'installation du handicap en traitant avant même que la maladie ne démarre pour tuer dans l'œuf le processus inflammatoire. On sait très bien dans ces études de vraie vie, ces études de cohorte, qu'il y a une maladie qui est à vitesse variable lorsqu'on est au début de la maladie dans la phase inflammatoire et que le délai pour atteindre un EDSS 3 ou 4 selon les équipes va être éminemment variable selon les individus, mais une fois qu'on a atteint un petit peu ce seuil irréversible, eh bien, malheureusement, la maladie souvent est assez linéaire et on a tout intérêt à bloquer les patients lorsqu'ils sont à ce stade. Si on représente les choses d'une autre façon, on sait que malheureusement, on ne sait pas agir vraiment sur la phase progressive de la maladie, on ne sait pas traiter les patients pour améliorer un handicap installé depuis quelques années. En revanche, on sait assez bien bloquer maintenant avec tout notre arsenal thérapeutique à ce stade de la maladie et on commence à voir des cohortes à 15 ans, 20 ans de traitement de première génération qui montrent qu'on arrive à réduire la part de patients qui vont être handicapés et à réduire le passage en forme secondairement progressive, même si, bien sûr, on n'a pas encore assez de recul puisque ça ne fait que 20 ans qu'on traite nos patients dans la sclérose en plaques. Alors, pour maintenant rentrer dans le vif du sujet qui est d'aborder 2 médicaments que vous allez avoir, je pense, prochainement à votre disposition dans les différents pays du Maghreb, le teriflunomide, l'Obadjo, qui a bénéficié d'un plan de développement, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais extrêmement étendu, avec 9 études de phase 2 à 4, qui ont vraiment exploré les choses un petit peu dans tous les sens. On a maintenant donc un recul par rapport à ces premières études de plus de 10 ans, et on est quand même maintenant très confortable avec ce médicament qui est prescrit chez près de 100 000 patients à travers le monde. Alors, juste un mot sur le mécanisme d'action, puisqu'il y a toujours un débat entre est-ce que nos médicaments sont immunosuppresseurs ou immunomodulateurs. Je pense que ce débat n'a pas réellement lieu d'être, puisque finalement, nos traitements, qu'ils soient par voie orale ou par voie intraveineuse ou sous-cutanée ou intramusculaire, sont finalement jamais maintenant des immunosuppresseurs de type de ceux qu'on avait auparavant à notre disposition, tels que le cyclophosphamide, la mitoxantrone ou l'Immurel ou le Celcept. C'est des médicaments qui ont maintenant un mécanisme ciblé. Et c'est le cas du teriflunomide, de l'Obadjo, qui bloque cette voie des lymphocytes T, mais qui respecte la voie des lymphocytes, la voie de novo, qui permet de garder une immunité tout à fait convenable chez nos patients. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler réellement avec le teriflunomide d'immunosuppresseur, pas plus qu'avec le diméthylfumarate, même si on a de temps en temps quelques lymphopénies, elles sont relativement rares et on n'est pas du tout avec un agent cytotoxique comme on pouvait l'être avec l'azatioprine ou le mycophénolate mofétyl. Les résultats très rapidement des études de phase 2, de phase 3 que vous connaissez bien, qui montrent une réduction avec la dose qui sera utilisée dans vos pays et qui est utilisée en France de 14 mg. Il y a juste aux États-Unis et chez l'enfant que le 7 mg est développé puisque ça marche mieux sur le plan clinique et surtout sur l'IRM avec le 14 mg. Vous voyez une réduction de l'ordre de 30 à 40% du risque relatif de poussée par rapport au groupe placebo. Intérêt également sur la progression du handicap dans ces 2 études. Les 2 études étaient positives par rapport à la progression du handicap avec une réduction de l'ordre de 30% de la progression de la maladie à 2 ans. Donc un effet également sur la progression du handicap. Cette étude avait pour but d'essayer de montrer la supériorité du teriflunomide sur le Rebif, ce qui était probablement un objectif un peu ambitieux. Cette étude n'est pas parvenue à montrer de différence significative entre le teriflunomide et le Rebif, ce qui ne veut pas dire que les 2 produits sont équivalents, mais vous voyez qu'en intensité qui était calculée par l'échec thérapeutique au niveau de la tolérance ou de l'efficacité, on est relativement semblable avec le Rebif, qui est ce traitement de première génération injectable 3 fois par semaine, et le teriflunomide, pour vous montrer, vous qui avez bien l'habitude
de l'efficacité du rebif chez vos patients que vous avez depuis longtemps, qu'on est à peu près dans les mêmes registres avec l'Aubagio. Cette étude qui me semble très intéressante parce que c'est la seule qui a été effectuée dans le CIS avec les traitements de nouvelle génération. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'études dans le CIS avec l'acétate de glatyramère ou avec les interférons, mais pas avec les traitements de nouvelle génération. Eh bien, vous voyez que quand on traite dès la première poussée, les résultats de cette étude topique sont assez éloquents puisqu'on réduit pratiquement de 50% le risque de conversion vers une sclérose en plaques cliniquement définie. À l'époque, donc, c'était la survenue d'une deuxième poussée. En ce qui concerne l'efficacité sur l'IRM, comme souvent avec ces molécules à visée inflammatoire, eh bien, on a un effet qui est encore supérieur à la clinique puisqu'on frôle les 80% de diminution du risque de nouvelles lésions T2 ou de lésions gadolinium positives pour vous montrer qu'on est vraiment sur un effet anti-inflammatoire très intéressant. Mais le tériflunomide n'a pas qu'un effet anti-inflammatoire puisque vous voyez que sur l'atrophie cérébrale, on a aussi 30% de réduction du risque d'atrophie cérébrale par rapport au groupe placebo. Et quand vous regardez, vous savez que l'atrophie cérébrale chez un sujet contrôle est de l'ordre de moins 0,2 à moins 0,4 mm3 par an de volume cérébral. Eh bien, nous sommes à 2 ans à peu près à 0,8, donc c'est-à-dire à peu près comme un contrôle, alors que chez les sujets traités par placebo, on est à presque moins 0,4. Donc presque le double d'atrophie. Donc vous voyez un effet quand même également qui n'est pas que sur l'inflammation, ou en tout cas qui, grâce à l'effet anti-inflammatoire, va préserver le parenchyme cérébral. On voit également sur l'extension de l'étude que les patients qui sont traités, que ce soit avec le 7 mg ou le 14 mg, eh bien, cet effet sur l'atrophie cérébrale se maintient tout au long de l'étude. En ce qui concerne les études à long terme, on a cette étude à 12 ans. Alors bien sûr, au bout de 12 ans, il n'y a plus beaucoup de patients, donc c'est difficile d'être formel, mais on peut déjà se focaliser à 4 ou 5 ans où il reste pas mal de patients. Vous voyez une relative stabilité du score EDSS, alors que dans la plupart des études de cohorte, on voit une progression d'au moins 1 point de DSS tous les 3 ou 4 ans, et aussi un taux moyen annualisé de poussée qui reste très bas, aux alentours de 0,1 à 0,2, ce qui fait une poussée tous les 5 ans en moyenne grâce au traitement. Le point également important, et il y a eu 2 études qui se sont penchées là-dessus, l'étude Ténéré qui regardait la satisfaction du patient entre les traitements par voie orale et les traitements injectables et qui montrait une nette préférence des patients sur le traitement par voie orale. Et bien également dans cette étude Téripro qui regardait comment les patients appréciaient le traitement après un switch, notamment après des traitements injectables, mais pas seulement, après du Tecfidera, du natalizumab ou du fingolimod, et bien globalement, la satisfaction avec le tériflunomide, avec l'Aubagio, était tout à fait bonne, voire supérieure, notamment par rapport aux injectables, supérieure à ce que l'on voit sur les traitements de première génération. Bien sûr, quand on parle de nouveaux traitements, il faut aussi se pencher sur la tolérance à long terme. On avait eu quelques potentielles inquiétudes pour le tériflunomide, car on connaissait le léflunomide, qui est le traitement par Arava, qui est utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde. Et ce traitement avait montré quelquefois des augmentations importantes des transaminases et quelques neuropathies périphériques. Il semble qu'avec le tériflunomide, et on a maintenant plus de 12 ans de recul et d'expérience, on n'est pas trop de problèmes de ce côté-là. Les arrêts pour intolérance sont plutôt d'origine digestive ou un petit peu parfois la raréfaction des cheveux, qui peut être embêtante chez quelques patients, mais ça reste relativement rare. Mais du point de vue biologique, on a très peu actuellement d'arrêts pour lymphopénie ou pour augmentation des transaminases. Et les données à long terme ne montrent pas de choses qui n'auraient pas été vues dans les études de phase 3 en termes d'effets secondaires. Alors, bien sûr, ça, ce sont les règles qui ont été édictées avec une prise de sang toutes les 2 semaines pendant les 6 premiers mois du traitement par tériflunomide par Aubagio, mais très sincèrement, nous, notre expérience montre qu'on n'a pas besoin de faire ce monitoring aussi rapproché, qu'on peut très bien faire tous les mois pendant les 3 premiers mois, puis tous les 3 mois, puis tous les 6 mois, et on a eu
aucun arrêt sur notre cohorte de près de 500 patients traités par Aubagio, aucun arrêt pour intolérance biologique. Donc ces règles me semblent vraiment extrêmes, mais c'est celles qui sont édictées, et donc il faut bien sûr vous faire votre propre expérience, mais de mon point de vue, parce que c'est un peu contraignant pour les patients, je ne pense pas qu'il faille faire ce dosage toutes les 2 semaines. Il faut se méfier car il peut y avoir une petite augmentation de la pression artérielle, alors pas chez les patients jeunes qui n'ont pas de problème de ce côté-là, mais peut-être chez les patients qui ont un âge un peu plus avancé et ou des problèmes de tension artérielle. Et j'ai 2 patients qui ont eu besoin d'avoir un traitement antihypertenseur dans leur suivi. Et puis, bien sûr, on va y revenir, mais attention à la grossesse, puisque l'Aubagio est tératogène chez l'animal, fort heureusement pas chez l'homme, mais pour l'instant, il y a quand même une précaution d'emploi, et les patientes doivent bien sûr avoir une contraception efficace si elles sont en âge de procréer. Justement, par rapport à la grossesse, il y a eu des cas de toxicité animale, mais encore une fois, pas chez l'homme. Cependant, la prudence reste de mise, et vous devez discuter avec vos patientes qu'il faut absolument avoir une contraception efficace. Si jamais les patientes ont un début de grossesse, pas de panique, puisqu'il n'y a pas eu de tératogénicité démontrée chez la femme. Il faut simplement renforcer un petit peu la surveillance échographique. Vous pouvez maintenir la grossesse, ce n'est pas une indication d'interruption thérapeutique de grossesse, mais on sait qu'on a des données un petit peu limitées que je vais vous montrer. Une possibilité dans ces cas-là, si on découvre une grossesse chez une patiente sous terriflunomide, c'est de faire tout de suite une procédure d'élimination accélérée. C'est d'ailleurs à peu près le seul cas de figure où je recommande cette procédure d'élimination. Si on fait un switch pour un autre traitement, on peut laisser le traitement s'éliminer spontanément. Et cette procédure d'élimination se fait soit par le charbon activé, soit par le cholestéramine, le Questran. Bon, c'est pas toujours très agréable parce que ça donne des troubles digestifs, mais le traitement dure 1 semaine, et généralement, au bout de même 3-4 jours, on a déjà une élimination qui est acceptable. Donc, dans les cas de grossesse, il est vraiment souhaitable de faire cette élimination, que la grossesse ait débuté ou que la patiente ait un désir de grossesse, parce que le traitement peut encore circuler pendant plusieurs mois dans le sang. Donc même si la patiente, c'est juste un projet, il vaut mieux faire quand même cette élimination accélérée. Dans les autres cas, bien sûr, en cas d'intoxication, oui, mais pour les arrêts de traitement, je ne recommande pas de faire cette élimination accélérée. On peut très bien faire ce chevaucher de traitement sans trop de problèmes. Alors, quelles sont les données que nous avons sur les grossesses exposées? Vous voyez, ça n'est pas énorme, c'est une 60aine de grossesses sous Aubagio, sous terriflunomide, mais on a un peu plus de grossesses qui ont été exposées au léflunomide, et on n'a pas eu non plus de choses particulières avec le léflunomide. 60 dans les essais cliniques, 60 dans la vraie vie, et vous voyez qu'il n'y a pas eu de choses notamment inquiétantes, même si un certain nombre d'arrêts de grossesse ont été bien sûr proposés, notamment dans les essais cliniques. Vous voyez, près de 50% de ces grossesses ont donné lieu à une interruption volontaire de grossesse, parce que normalement dans les essais cliniques, on n'est pas censé être enceinte, et c'est souvent un accident. On a beau donner toutes les mesures, mais voilà, ma recommandation, c'est en tout cas, c'est une interruption volontaire de grossesse, mais pas une interruption thérapeutique de grossesse. Et en ce qui concerne les morts fœtales ou les malformations fœtales, on n'est pas du tout, on n'a pas de chiffres anormaux par rapport à ce qu'on connaît dans la population générale. Je voulais vous faire part pendant quelques minutes de mon expérience personnelle d'Aubagio. Ce sont des données que nous avions extraites il y a maintenant 1 an de notre registre alsacien. On suit 4000 patients en Alsace atteints de sclérose en plaques, et vous voyez les différents traitements qui ont été reçus chez nos patients, avec bien sûr une prédominance initialement des traitements injectables tels que l'Avonex, le Betaferon, la Copaxone ou le Rebif. Mais actuellement, vous voyez que nos patients sont traités pour 300 d'entre eux encore par Aubagio et 250 par Tecfidera. Donc les traitements par voie orale ont vraiment pris le dessus sur les traitements historiques injectables que l'on propose moins, même s'il y a un petit retour actuellement de la Copaxone avec la Copaxone 40 qui se fait 3 fois par semaine. Dans notre expérience, l'âge moyen des patients était de 40 ans, mais bon, bien sûr, comme c'est un nouveau traitement, il y a des patients un petit peu anciens
qui ont été traités. Et maintenant, on les traite de plus en plus tôt, puisque là, vous voyez que la durée de la CEP était quand même de 12 ans. Maintenant, on essaie plutôt de traiter dans les 3-4 premières années. Nous avons traité essentiellement des formes rémitantes. Il y a quelques formes progressives qui ont été traitées un petit peu par erreur. Et vous voyez qu'on a à peu près la moitié des patients qui ont été des switches de traitement injectable vers le teriflunomide et à peu près la moitié des patients, ou interféron ou copaxone, et un tiers des patients qui étaient des patients naïfs. Donc de plus en plus, la place du teriflunomide de l'Aubagio est chez des patients nouvellement diagnostiqués, naïfs, qui souhaitent plutôt un traitement par voie orale, plutôt que d'avoir des soucis avec la contrainte des injections. Bien sûr, certains patients choisissent encore les injectables parce qu'ils savent qu'ils sont fragiles au niveau digestif et qu'ils ne veulent pas prendre de traitement par voie orale tel que le teriflunomide ou le diméthylfumarate. En termes de résultats sur l'efficacité, bien sûr, c'est un petit peu difficile, puisque c'est des données qui sont vraiment de vraie vie, ce n'est pas comme des études cliniques, mais on voit quand même que le score EDSS au début de traitement était en moyenne à 2. Après 23 mois de traitement, c'est-à-dire 2 ans, vous voyez qu'il est stable à 2,2 et que le taux annualisé de poussée qui était de 0,6 avant le début du traitement chute à 0,2 après 6 mois et 0,1 après 1 an de traitement. Donc c'est au moins autant que ce qu'on voit dans la vraie vie, dans les études cliniques, voire même un petit peu plus. Nous avons 70 patients sur les près de 400 patients traités qui ont arrêté le traitement. La plupart d'entre eux étaient arrêtés pour effets indésirables, notamment digestifs et parfois, c'est vrai, quelques patients, notamment des femmes, qui sont embêtés par la raréfaction du cheveu, même si on explique que cet effet secondaire est réversible dans la grande majorité des cas et qu'au bout de 9 à 12 mois, le cycle du cheveu reprend et que donc ça n'est plus un problème. Mais c'est vrai que certains patients préfèrent arrêter à cause de ça. Mais la majorité des arrêts que nous avons eus, c'est plutôt pour les troubles digestifs. Et nous conseillons volontiers, notamment pour les problèmes de diarrhée, de prendre un probiotique. On conseille notamment le Lactibiane. Et depuis qu'on propose assez systématiquement cet adjuvant, on a des résultats très, très intéressants. Alors je voulais vous montrer un cas patient qui est assez emblématique de ce que l'on peut avoir notamment dans notre patientèle actuellement, avec l'importance des critères de 2017. C'est une patiente de 28 ans qui a fait en septembre 2015 des troubles sensitivomoteurs de l'hémicorps gauche, régressifs en 1 mois, qui correspondent donc à un premier épisode inflammatoire démélinisant. On fait une IRM dans laquelle on a, vous voyez, des lésions qui montrent une dissémination spatiale des lésions. Vous voyez, il y en a une justacorticale, une périventriculaire, on en a une également en fosse postérieure. Et donc, le diagnostic de sclérose en plaques est évoqué, mais il n'y a pas de prise de contraste, donc on ne peut pas poser le diagnostic de sclérose en plaques. L'IRM médulaire était normal. On lui fait une ponction lombaire qui montre un profil oligoclonal, mais elle ne remplit pas les critères de McDonald 2010, et donc on fait une surveillance clinico-radiologique. On fait une nouvelle IRM qui ne montre d'abord pas de changement, et puis 5 mois plus tard, la patiente fait une névrite optique rétobulbaire gauche sévère, pour laquelle elle a 5 bolus de corticoïdes, puis 5 séances d'échange plasmatique, mais malheureusement, de 1/10, elle ne va remonter qu'à 5/10. Il s'agit donc du deuxième épisode neurologique, avec donc cette fois-ci une sclérose en plaques définie selon les critères de McDonald, même les premiers des années 2000, mais malheureusement, la patiente garde un scotome central avec une importante atrophie optique de l'œil gauche. Alors, si on avait appliqué les critères de 2017 dès le premier épisode, avec cette DOC positive, on aurait probablement traité la patiente par un traitement de fond de première ligne et peut-être évité cette deuxième rechute. Puisqu'on avait maintenant une CEP récurrente rémitante définie selon les critères de McDonald de 2017. Alors, on l'a traité par teriflunomide par Aubagio en septembre 2017. En décembre 2018, on n'a toujours pas eu de rechute, mais on a quand même ces séquelles visuelles. C'était pour vous montrer l'importance de l'application des critères de 2017 et la possibilité, notamment au vu de l'étude topique, de traiter nos patients dès ce premier épisode pour éviter, bien sûr,
je ne peux pas l'affirmer, mais potentiellement pour éviter une poussée, notamment une poussée sévère, comme l'a présenté cette patiente. Alors, juste pour résumer l'indication du teriflunomide, en tout cas au niveau européen, c'est une indication dans le traitement des patients adultes atteints de formes rémitantes de sclérose en plaques. Vous savez peut-être qu'il y a une étude qui s'appelle TerryKid qui est en cours chez l'enfant, mais pour l'instant on ne peut traiter qu'à partir de 18 ans, par voie orale, une fois par jour, et on est libre de donner pendant ou en dehors des repas. Il n'y a pas tellement d'influence de traitement par rapport aux prises pendant ou en dehors des repas. Donc quand on parle de sclérose en plaques rémitante, actuellement, les critères de 2017 nous autorisent à traiter dès la première poussée ces patients-là. Alors je vais maintenant vous parler d'un autre traitement qui, je l'espère, devrait être à votre disposition dans les prochains mois au Maghreb, qui pour nous a été disponible pendant 1 an et demi en France grâce à une importation favorisée par Sanofi Genzyme. Et puis là, depuis 2 ans maintenant, on n'a plus réellement la disponibilité du produit parce qu'il n'est remboursé qu'à l'échelle de l'hôpital et il coûte trop cher pour l'hôpital. Il n'est pas remboursé sur l'effort national. Donc on est en train de faire des démarches auprès du gouvernement français parce qu'on ne comprend pas qu'un médicament qui est autorisé, on a le même problème avec le Mavinclad, qui est autorisé au niveau européen, alors que la France est un pays leader au niveau de l'Europe, eh bien nous ne bénéficions pas, pour vous dire que ce n'est pas forcément plus simple en France ou dans certains pays d'Europe que dans vos pays du Maghreb pour avoir accès à ces nouveaux traitements. Alors l'alemtuzumab, c'est un médicament qui a un mécanisme d'action très intéressant puisqu'il va créer une déplétion lymphocytaire majeure, puisque c'est un anti-CD52 qui agit sur le lymphocyte B et sur le lymphocyte T. Il y a des récepteurs au CD52 un peu partout sur les lymphocytes, donc on va créer vraiment une presque aplasie momentanée de quelques jours, un petit peu comme ce qu'on fait avec une autogreffe de moelle, et on va assister à une repopulation lymphocytaire. On fait un peu, on va dire, un reboost du système immunitaire, donc on est proche de ce que l'on voit dans la greffe de moelle osseuse. Et on a des résultats avec le Lemtrada, avec la lemtuzumab, qui sont remarquables, puisque vous voyez qu'on a une diminution du taux annualisé de poussée de 50%, non plus maintenant vis-à-vis d'un placebo, mais vis-à-vis du Rebif comme traitement de référence, qui est l'interféron le plus fréquent, le plus dosé. Donc c'est absolument remarquable. Et on a également, alors que dans cette étude, un effet sur la progression du handicap, parce que vous voyez que dans cette étude-là, KRMS1, eh bien, le taux de patients qui ont progressé, c'est heureux, mais a été très faible, aussi bien sous Rebif 12% que sous Lemtrada 8%. Mais dans cette étude où les patients étaient un peu plus sévères, eh bien, vous voyez que la différence est nettement significative pour la progression du handicap en faveur du Lemtrada. Alors, comment ça se passe, la lemtuzumab? C'est un schéma thérapeutique très innovant, très différent de ce qu'on connaît d'habitude, puisque c'est vraiment un schéma d'induction avec 5 perfusions à 5 jours pendant une semaine le premier cycle et 3 perfusions l'année suivante et rien entre-temps. Et puis on a la possibilité de refaire un traitement, mais il est facultatif et vous allez voir que près de 50% des patients à 6 ans n'ont pas besoin d'un retraitement. C'est-à-dire que votre patient, il va être traité par le Lemtrada, il n'aura pas besoin ni de nouveau cycle de Lemtrada, ni d'un nouveau traitement. Donc on est vraiment sur un traitement d'induction. Les effets indésirables sont essentiellement des réactions à la perfusion, mais là on a beaucoup progressé avec un schéma de prémédication à base de corticoïdes et d'antihistaminiques qui permet, à l'instar de ce qu'on fait dans d'autres anticorps monoclonaux, de limiter ces réactions à la perfusion. Ce n'est pas des manifestations allergiques, c'est juste des réactions à la perfusion au premier contact du produit. Et puis les principaux effets secondaires sont des effets auto-immuns, très rares pour le purpura ou la néphropathie, mais fréquents, de l'ordre de 30% pour les dysthyroïdies. Alors ça peut aller d'une simple modification du bilan thyroïdien jusqu'à des maladies de base d'eau ou des maladies d'Hashimoto, du fait qu'on modifie un petit peu le système immunitaire qui repart et qui parfois repart silencieusement pour la sclérose en plaques, mais va s'exprimer par la révélation d'une maladie auto-immune autre, notamment une dysthyroïdie. Alors bien sûr, ces dysthyroïdies sont traitables, et normalement ça se passe bien dans la plupart des cas, mais c'est important de le savoir, d'autant plus que ça survient généralement entre la 2e et la 4e année avec un pic à la 3e année. Donc c'est vrai que les patients sont plus traités, ils auraient tendance à ne plus faire de suivi, il faut absolument être intransigeant
sur la surveillance sanguine qui doit être faite tous les mois pour la numération formule sanguine et notamment les plaquettes. Et puis il faut éduquer le patient éventuellement à savoir repérer un purpura. Et pour les hormones thyroïdiennes, c'est tous les 3 mois. Voilà un petit peu le schéma de suivi. Vous voyez que c'est tous les mois pour les données urinaires et plaquettes, et puis tous les 3 mois pour les données de thyroïde. Mais avec une bonne surveillance et une bonne éducation des patients, on arrive généralement à ne pas avoir de soucis. Et s'il y avait eu un décès suite à un purpura lors de l'étude de phase 2, eh bien depuis, avec tout le développement, il y a maintenant plusieurs dizaines de milliers de patients traités à travers le monde par l'Emtrada, il n'y a pas eu de deuxième cas de purpura. Les quelques cas de purpura qui sont survenus, mortels, mais les quelques cas de purpura qui sont survenus ont pu être rapidement traités par immunoglobuline sans dommages collatéraux. Donc ces études d'extension ont montré qu'on pouvait suivre les patients jusqu'à 8 ans dans l'étude Topaz. Et vous voyez que là, alors là, on a plus de patients qui sont suivis puisqu'on a près de 300 patients et qu'on a vraiment une très très bonne stabilité du taux annualisé de poussée. Là, on est pratiquement à une poussée tous les 10 ans puisqu'on est à 0,1. Et on voit vraiment dans les 2 études que le taux annualisé de poussée est très très faible dans les années qui suivent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la progression de la maladie, vous voyez, c'est également asymptotique, avec vraiment peu de patients au fur et à mesure des années qui ont une progression du handicap dans ces 2 études. Et sur l'atrophie cérébrale, là vraiment, c'est remarquable, puisqu'on a un taux d'atrophie cérébrale, vous voyez, à 6 ans, qui est de l'ordre de 1,4. Si vous divisez par 6, vous êtes à peu près à 0,2, 0,25 d'atrophie cérébrale, ce qui est celui d'un contrôle. Si vous prenez les patients sous rebif, pas sous placebo, vous voyez que l'atrophie cérébrale est atteinte en 2 ans, identique à celle qu'on atteint au bout de plus de 6 ans avec le Lemtrada. Donc un effet probablement à long terme qui restera bien sûr à évaluer à 10 ou 20 ans, mais probablement qu'en tuant l'inflammation au début de la maladie, eh bien, on va avoir une conséquence secondaire positive sur l'atrophie cérébrale qui est tout à fait éloquente dans ces deux études. En ce qui concerne la sécurité d'emploi de la comparaison des essais cliniques et du post-marketing, on voit qu'on n'a pas d'inquiétude particulière supérieure à ce qu'on voyait dans les études cliniques, dans les essais cliniques. Donc en conclusion, et j'espère avoir fait un petit tour rapide de ces 2 molécules, mais qui s'inscrivent vraiment dans un schéma thérapeutique beaucoup plus large et dont on peut discuter au décours des questions. Le terriflunomide, l'Obadjo est pour moi vraiment un traitement de première intention, apportant un réel confort de vie aux patients sans perte d'efficacité par rapport aux traitements historiques que vous connaissez bien, et notamment les traitements injectables. Et puis l'alemtuzumab, le Lemtrada, est un traitement soit de première ligne, soit d'induction. Vous savez qu'on a notamment avec certains patients maghrébins, et on a fait aussi l'expérience chez les patients transplantés ou d'origine, mais qui en sont maintenant à la 2e ou 3e génération en France, on a exactement les mêmes cas très inflammatoires que certains de vos patients qui nous posent problème. Et bien là, le Lemtrada, l'alemtuzumab peut être vraiment une stratégie thérapeutique gagnante pour ces patients pour ne pas laisser s'installer le fameux syndrome cérébelleux, les troubles cognitifs, les difficultés à la marche qui surviennent parfois en quelques années chez ces patients. Et il reste bien sûr encore à déterminer ce sous-groupe de patients de façon plus précise, mais très certainement, on va réussir dans les années à venir à identifier des patients qui auront un réel bénéfice de ce traitement par l'Emtrada. Restera à discuter si après on peut les laisser sans traitement ou peut-être à faire une désescalade vers un traitement, par exemple, de commencer par le Lemtrada et de continuer par un traitement plutôt de première ligne. Mais en tout cas, en dehors des effets secondaires auto-immuns qui sont bien connus et qui sont à surveiller, notamment pour la thyroïde, ce traitement est également extrêmement prometteur. Le challenge des prochaines années, vous avez vu le nombre de traitements que je vous ai mis dans la slide d'introduction. Ça va vraiment être de positionner ces différents traitements les uns par rapport aux autres. C'est pas facile. C'est une discussion singulière que l'on doit avoir avec son patient en essayant, avec notre expérience, avec la littérature, de à chaque fois donner les meilleures informations en termes de bénéfices et de risques. Mais vraiment, je vous mets en garde sur le fait qu'on a souvent tendance à beaucoup insister sur les effets secondaires, sur les risques de ces traitements, et à oublier les effets secondaires et les risques de la maladie en elle-même. Et c'est pour ça que vraiment, actuellement, on incite beaucoup à traiter tôt et à essayer de trouver le traitement idéal pour chaque patient pour qu'il ait un confort de vie et une vie la plus normale possible.
Je vous remercie avec ces quelques images de Strasbourg, ville à laquelle je rends hommage. Vous savez qu'on a été souillé et traumatisé ces derniers jours. Je sais que c'est déjà arrivé aussi dans vos villes, dans vos pays, peu importe que ce soit Strasbourg ou Marrakech, où il y a aussi eu des attentats. Mais ce que je voulais simplement dire en conclusion, c'est que la vie continue et que nous sommes là pour nos patients et que nous devons leur délivrer des messages d'espoir. Je vous remercie.